Aujourd'hui, nous recevons lors de ce webinaire 3 entrepreneurs issus de la grande famille de l'ECE. Ces 3 entrepreneurs ont tous les 3 pu lancer leur projet grâce notamment au soutien de l'école et son Fab Lab et son incubateur. En quelques années, ils ont industrialisé leur processus de production en passant de la confection d'un simple prototype à des lignes de production permettant de vendre un grand nombre de produits. Alexandre Chek et Julien Aboulfeda, tous les deux fondateurs de Enovap, et Valentin Lecomte, fondateur de Quantum. Alors déjà, bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Nous allons échanger autour de la thématique de la gestion de produits et plus précisément des différentes étapes de la vie d'un produit, de son prototypage à son industrialisation. Ceci en bénéficiant des conseils d'entrepreneurs aguerris qui ont réussi à faire grandir leurs produits en faisant une vraie success story. Moi, c'est Alexandre Chek, du coup, et avec Julien, mon associé, on a créé Enovap. Enovap, c'est une technologie innovante qui permet d'accompagner les fumeurs dans leur arrêt du tabac. En fait, on a développé une cigarette électronique intelligente qui a 2 réservoirs. Donc, c'est comme un système 2 en 1. On va pouvoir remplir dans chacune des capsules un liquide de son choix, par exemple en 0 mg sur la capsule de gauche et en 18 sur celle de droite. Et ça va permettre à l'utilisateur d'ajuster son taux de nicotine tout au long de la journée en fonction de ses envies pour mieux réussir l'arrêt du tabac. Et au-dessus de cette innovation hardware, on a créé une brique digitale avec une application mobile. Donc, on a connecté le dispositif Enovap afin de pouvoir récolter les données de consommation et proposer un tracking de la consommation à nos utilisateurs. Et on a décidé d'aller encore un peu plus loin avec ça, à travers un partenariat avec le CNRS qui permet de proposer un mode automatique de réduction de la nicotine. En fait, après 30 jours d'utilisation, l'utilisateur peut activer ce mode de pilote automatique et basé sur notre IA, donc sur ce réseau de neurones qui analyse le comportement de l'utilisateur, on va pouvoir lui proposer le programme le plus adapté pour quitter et diminuer sa nicotine de manière la plus sécurisée possible. Donc, le projet, nous, on l'a initié en 2015 à la sortie de nos études à l'ECE. C'est un projet qu'on avait initié déjà pendant les 2 dernières années de projet. Et grâce à l'ECE, on a pu, dans le cadre du PPE et du PFE, arriver à un prototype. Et maintenant, ça va faire 5 ans qu'on a donc créé la société avec le lancement imminent du coup d'une version 2 de notre produit, une version beaucoup plus petite, miniaturisée. Donc Quantum, c'est cofondé par trois personnes, notamment un ancien de l'ECE, donc Valentin Lecomte. Promo 2014, ça va faire la 7e année qu'on est dans l'entrepreneuriat. Donc Quantum, c'est une start-up qui a pour but d'offrir l'excellence du cocktail. On fait de la boisson et on veut offrir des boissons au plus grand nombre, grâce à la technologie. Et on aime bien dire que Quantum, c'est le point de rencontre entre 2 mondes. D'un côté, la technologie, les sciences, les objets connectés, ça c'est de toute notre culture d'ingénieur. Et puis le deuxième monde, c'est celui de la mixologie, donc cet art traditionnel, le métier de barman, qui est là pour façonner un cocktail. On l'a créé dans le but de répondre aux défis du bar. Donc on vous dit, on va rendre accessibles des cocktails. Et où est-ce qu'on va les rendre accessibles? Aujourd'hui, chez les professionnels. Parce que ils rencontrent des difficultés au sein du bar, servir rapidement un cocktail, avoir la même consistance du goût, le staff il change tout le temps. Donc on a façonné une solution pour eux afin qu'ils puissent servir des cocktails de grande qualité très facilement et en instantané. Donc on a créé cette petite solution qui s'appelle Orchestra. Donc voilà notre petit bijou, tout ce qu'on a façonné en passant par toutes les étapes dont on va parler là, ce soir. Donc le tout premier prototype qui a été fait à l'école, dans le Fab Lab, jusqu'à l'industrialisation de milliers de flacons et des centaines de machines. Donc cette solution technologique, elle est capable de reproduire un cocktail de grand chef en quelques secondes, avec un dosage parfait, avec une émulsion de la préparation. C'est bien évidemment un objet connecté, donc on récupère tout le suivi des consommations issues de ces produits-là. Et puis, on a 5 brevets aujourd'hui sur cette technologie qui est fabriquée en France à 80%. Donc, on pourra parler de comment on arrive à industrialiser un produit en France et toutes les contraintes qu'on rencontre. Ça fonctionne avec une collection de consommables. Donc, on a à la fois des spiritueux d'un côté, la partie alcoolisée, et puis des mixeurs, la partie pur jus à droite. C'est ce qui permet de façonner les cocktails. On propose typiquement pour cet été une carte d'une 12aine de créations
9 alcoolisés, 300 alcools, qu'on va distribuer dans une cinquantaine d'établissements en Île-de-France et en région. Et notre modèle économique, parce qu'on pourra parler aussi de comment on construit une offre autour du produit. Donc, on a la machine qu'on met à disposition gratuitement auprès des établissements. On a un partenariat de distribution avec Motency Diageo, donc groupe LVMH. Et puis ensuite, on vend des packs cocktails, donc 450 cocktails par mois, 1224 €. Et que le cocktail lui coûte 2,72 €, ils le vendent 12 € ensuite au client final. Pour vous, comment prototyper son premier produit? Voilà, comment avoir un bon premier prototype? Je dirais qu'avant tout, il faut prendre le temps de bien se poser pour tout ce qui est cahier des charges. Sous-estimer cette étape peut être vraiment dramatique pour la suite du projet. C'est vraiment l'étape clé, pour moi en tout cas. Et vraiment, le plus dur, c'est de ne rien oublier, que ce soit en termes de consommation énergétique du produit, quand on parle d'hardware, ou que ce soit certaines fonctionnalités à venir, par exemple, quand on parle de firmware et d'applications mobiles, etc. Ensuite, faire le prototype, c'est bien, mais en fait, il faut séparer le prototype en deux. Il y a d'abord ce qu'on appelle la boîte à chaussures, qui est en fait vraiment une mock-up. Je pense qu'on l'a tous connu, la boîte à chaussures. J'ai la photo. Ah bah voilà. Donc en fait là vraiment ça va être un truc, c'est un prototype vraiment bidouillé avec des cartes Arduino, des trucs. C'est juste vraiment pour montrer le concept. Et puis ensuite, c'est là où le gros du travail commence. C'est là où nous, par exemple, on avait sur le premier produit, on avait loupé une étape qui est ce qu'on appelle le design to cost. En fait, c'est bien une fois qu'on a fait la boîte à chaussures, ok, on a un concept qui fonctionne. Là, ensuite, il va falloir lancer un prototype pour le valider de manière industrielle. Et par exemple, nous, ce qu'on avait fait sur la première version de notre produit, et là où on s'était un peu fourvoyé, c'était qu'on avait fait un prototype, mais sans se soucier vraiment des coûts, en fait. Ce qui fait on est arrivé avec un produit qui allait coûter dans les 60 € à produire. Sauf que 60 € à produire, ça voulait dire qu'il fallait le vendre 400 €. C'était juste pas possible. Et du coup, en fait, on a perdu énormément de temps là-dessus. Donc c'est cette phase de design to cost qui est vraiment aussi très très importante, c'est de se dire ok, j'ai mon cahier des charges, j'ai ma mock-up, le concept fonctionne. Maintenant, quelle va être ma target de prix? En fonction de ça, on va en déduire le coût de revient du produit, le coût de fabrication. Et il va falloir, pour chaque fonctionnalité, que ce soit en termes mécaniques ou électroniques, il va falloir étudier combien chaque fonction va coûter avant de partir vers un prototype. Une fois qu'on a fait cette phase de design to cost et qu'on est OK sur les coûts, c'est à ce moment-là qu'on va justement dire OK, on est bon niveau business, on sait que ça va. Les prototypes vont coûter 10, 20 fois plus cher, c'est normal parce qu'on va en produire que 1 ou 2, mais on sait qu'en masse production, à partir du moment où on va atteindre un certain nombre d'unités, on va pouvoir arriver à obtenir les prix pour le coût de revient qu'on veut sur le produit. Voilà, c'est vraiment pour moi les trois grandes étapes avant d'arriver au prototypage. Ouais, je m'en suis pas mal occupé justement de cette phase de prototypage. Donc, j'aime bien l'image de la boîte à chaussures que tu as employée, puisque c'est à peu près ça qu'on fait au départ. Je t'ai dit que j'ai la photo, donc je vais partager cette photo. Voilà la boîte à chaussures. On a tous commencé comme ça. On utilise ce qu'on peut utiliser, des scies, du bois, des boîtes à chaussures, des cartes électroniques qu'on peut prototyper à l'école, des imprimantes 3D, puisque à l'époque, c'était la naissance des imprimantes 3D quand on a commencé ça. Donc, on a essayé de bidouiller des choses. Et puis, très vite, on se rend compte que entre ce qu'on a conçu sur le papier, le prototype qu'on a certes réalisé pour montrer que le concept il fonctionne, pour l'industrialiser, ça fait appel à des compétences que nous, on ne maîtrisait pas en sortie. Donc, ça a été assez compliqué. Et puis, très vite, on a essayé de se tourner vers des entrepreneurs, vers des vrais industriels, des gens qui produisent beaucoup, beaucoup de pièces. Et on a cherché justement à de la compétence dans un premier temps. Donc, on ne se rendait pas compte forcément à l'époque aussi d'un autre élément, c'est que industrialiser un produit comme celui-ci, ça nécessite beaucoup d'investissement en outillage, en machines qui vont produire chaque équipement.
Nous, on a investi dans la machine quasiment un demi-million d'euros pour tous les outillages. Et donc, on se dit, mais comment je vais faire pour atteindre tout ça? Puis après, petit à petit, les produits se façonnent. Le but, c'est vraiment à ce stade-là d'essayer de faire un produit qui fonctionne, qui prouve que la technologie elle peut exister, et puis d'aller chercher de l'argent avec ça ou essayer de le monétiser assez rapidement. Et c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que nous, à l'époque, enfin, pour ma part, en tout cas, je passais un peu ma vie au Fab Lab, entre guillemets. Là, le gros avantage que représentait le Fab Lab, c'était de pouvoir avoir des machines à disposition type Oscillo, etc. Et aussi les imprimantes 3D qui permettaient de vérifier le design, mais aussi certaines fonctionnalités mécaniques. Et en fait, ça fait gagner énormément de temps, en fait, dans toute cette phase de prototypage. Je vous montre rapidement, du coup, la boîte à chaussures. Ah. C'est à peu près la même chose, tu vois, la boîte sans carton. L'Arduino, la batterie, qui est plus là, du coup, il y avait une batterie 18650 et les deux réservoirs qu'on avait tout bêtement scotchés l'un à l'autre et on avait connecté les plus et les moins respectifs de chacun de ces deux réservoirs. Je dois avouer que pour la soutenance, toutes les fonctionnalités du prototype n'étaient pas opérationnelles. Fake it till you make it, j'aime bien dire ça. Donc, on peut toujours réussir à trouver des astuces pour contourner certaines difficultés et présenter à la fin quelque chose de fonctionnel, en tout cas sur les principales briques. Ensuite, l'étape d'après, c'était la miniaturisation pour pouvoir passer à quelque chose de plus petit. Et malgré tout, c'était quand même très complexe pour nous. On est resté sur un modèle, comme vous pouvez le voir, la noire là, qui est notre V1, qui reste, alors certes, plus petite que la boîte à chaussures, mais ça reste un gros truc que tu as dans la main. Et donc, la grosse complexité, c'était de réussir à miniaturiser ça. Ce qu'on a vraiment réussi à faire ensuite sur la V2, du coup, qu'on voit sur la droite, qui est beaucoup plus compacte, beaucoup plus, et qui a nécessité forcément plus de temps de réflexion et réussir à limiter la consommation d'énergie du dispositif. Vos prototypes, ils ont combien de temps en combien de temps vous les avez développés à peu près? Alors là, c'est l'évolution des différents. Chaque année, il y en a 14. Ça fait 14 ans. Mais globalement, vous voyez, il y avait des formes un peu bizarres, un peu cylindriques au départ. Ça, c'était les premières impressions 3D au Fab Lab. On se cherchait encore, vu qu'on avait mal spécifié, comme disait Julien au départ, on n'avait pas pris le temps de bien spécifier l'encombrement du produit par rapport à l'alimentation, etc. On est parti sur des formes un peu aléatoires, sans se poser la question, en fait, c'est la batterie qui va shape la forme du produit. La contrainte d'encombrement qui était notre PCBA et la batterie qui devait être un bloc et au-dessus de ça, il fallait designer. Donc, c'est là qu'on a progressivement évolué et fait des adaptations ensuite sur différents points de vue. Au départ, on avait des pièces mécaniques qui s'emboîtaient avec des aimants. Donc, dans le concept, c'était super et c'était une super fonctionnalité à montrer. Mais dans les faits, avec le poids des différentes pièces, c'est quelque chose qui tenait pas forcément très bien. Donc, on s'est rendu compte au cours du temps que on n'arrivait pas à avoir une sécurité dans le fait qu'il y a toujours des erreurs de tolérance sur ces sujets-là, et c'était très compliqué de maintenir à grande échelle cette tolérance. En tout cas, pouvoir s'assurer que sur toutes les pièces, on allait avoir le même niveau de qualité. Et c'est pour ça qu'on a dû faire des impasses sur certaines fonctionnalités qui n'étaient pas essentielles. Et donc, progressivement, on se refocus par rapport au projet. Je me rappelle, on a toutes ces idées, toutes ces fonctionnalités qui nous semblent toutes essentielles. Mais avec le recul, on se rend compte les galères que ça peut apporter de vouloir mettre tout ça. Il faut vraiment se poser les questions, les fonctions minimales viables pour que ça fonctionne. Et je pense que c'était un des learnings dans la phase de prototypage, de ne pas vouloir faire le meilleur produit, mais déjà de montrer un prototype fonctionnel sur des briques fonctionnelles de base. Nous, on a eu un bel exemple là-dessus. À l'époque, on voulait absolument que notre machine refroidisse en 5 secondes le cocktail. On voulait craquer un brevet et en 5 secondes, ça rafraîchissait. Et on a investi beaucoup d'argent dans ce truc-là. À l'époque, ça ressemblait à un veau, la machine. On appelait le tank. Et on avait intégré un module de refroidissement. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'était le rêve et c'était la technologie qui n'existait pas. Et en fait, on te le justifiait comme ça. On a dépensé beaucoup d'argent en faisant appel à des bureaux d'études et puis on n'a jamais été au bout de cette techno. Et quand on a fait les premiers tests des machines, on s'est rendu compte que nos clients, ils mettaient des glaçons dans le verre et puis ils mettaient nos flacons au frais. Et qu'en fait, le froid, ça servait à rien. Et donc, en plus de la fonction qui nous a coûté cher, elle n'était pas utile pour nos clients. Et on aura pu s'en rendre compte bien avant de ce truc-là. Et puis voilà, au départ, la machine, c'était... tu parlais de contraintes de miniaturisation. Nous, on a beaucoup de moteurs. Enfin, il y a un sacré bazar à l'intérieur.
pour miniaturiser tout ça, on a commencé par une boîte à chaussures un peu plus grosse, quoi, qui était de couleur noire, un peu design. Et puis on essayait de faire un POC avec ça. On a mis beaucoup de temps avant de stabiliser notre techno. Aussi parce qu'en phase de prototypage, on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a des techniques, typiquement, on avait des petites valves en silicone. À part injecter ces petites valves avec un outil d'injection en silicone qui coûte très cher, on ne pouvait pas prototyper ce truc-là. Donc on a vécu les 2-3 premières années avec une techno qui était bancale sur cette fonction parce qu'il nous fallait beaucoup d'argent pour industrialiser ce brevet, quoi. Donc il y a des limites au prototypage et il faut penser à l'après où on est obligé d'utiliser des techniques industrielles pour craquer des brevets. Et c'est certainement ce que vous avez eu sur l'étanchéité de vos tanks et tout ça. C'était aussi des limites de proto qu'on rencontre, quoi. C'est vrai qu'il fallait vraiment avoir un jeu des tolérances parfaites pour pas avoir l'événement de la fuite. Et ça, c'est catastrophique sur une cigarette électronique quant à ça. Et forcément, ça, c'est impossible à gérer sur des phases de prototype. Enfin, quand t'enchaînes des tolérances, des mauvaises tolérances, forcément, à la fin, tu as quelque chose de pas forcément bien du tout. Et c'était très compliqué parce qu'à ce stade, tu dois aller convaincre des investisseurs, des clients, des personnes qui doivent croire à ton projet. Et tu es en train de leur montrer en fait le produit et ils voient tout de suite les problématiques. Donc, tu les rassures et tu dis on va réussir à régler ça dans l'industrialisation, etc. Mais comme les gens ne connaissent pas ce métier et ne savent pas toutes ces choses-là, tant qu'ils n'ont pas vu en gros un produit qui fuit pas, qui est nickel, ils ont du mal. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue parce qu'il fallait avoir un prototype, fallait lever des fonds pour pouvoir investir un peu plus loin et améliorer ça. Et c'est un combat continuel. Alors nous, c'est peut-être pas le meilleur exemple. On a fait beaucoup d'investissements déjà en Europe avant d'aller. On a finalement dû trouver des assembleurs en Chine, mais on a dépensé, je sais pas Julien, si tu as en termes d'investissement R&D avec tout ce qu'on a pu faire en Europe et qu'on a dû jeter à la poubelle, c'était 200 000 à peu près, 250 000. Ça, ça a été carrément jeté à la poubelle. Parce qu'en fait, on a une anecdote, c'est que je parlais des spécifications tout à l'heure qu'il faut bien définir, mais nous, c'était aussi sur le design. On était passé par un studio de design qui nous a fait un truc vraiment incroyablement beau, etc. Par contre, pour le produire, alors ça, c'était une autre paire de manches. Ce qui fait qu'en électronique, on a eu 4 prototypes différents à faire avant d'arriver au coût souhaité. En mécanique, on en a eu une vingtaine à peu près. Voilà, une vingtaine. Extrêmement difficile. Donc, il faut faire très, très attention au design. Nous, on s'est fait avoir au début, où on a voulu le produit parfait en fonctionnalité et aussi en design. Et au final, on aurait peut-être mieux fait d'avoir un design peut-être différent, un peu moins intéressant, entre guillemets, mais qui nous aurait évité de dépenser énormément d'argent et qui aurait surtout le time to market qui est très important quand on se lance. Voilà, ça aurait pu être vraiment pertinent, mais bon, ça fait partie de l'expérience qu'on engrange quand on commence, parce qu'on a tous commencé, comme Quantum, on était fraîchement sortis d'école et encore, vu qu'on avait commencé le projet avant. Donc, il nous manquait vraiment cette partie d'expérience qu'on a acquis au fur et à mesure des années. Voilà. Et ça, c'est un peu pour illustrer la V1 avec toute sa complexité en termes de hardware qu'on peut voir ici, là, avec le système de double capsule. Vous imaginez toutes les tolérances qui doivent s'ajouter et un système de log derrière pour venir sécuriser tout ça. Forcément, avec 2 conduits d'air, donc forcément, il fallait avoir on a fait un peu de Bernoulli, si vous voyez ce que je veux dire. Mais globalement, voilà, c'était un gros challenge et 3 ans d'apprentissage nous ont donné, en gros, voilà, des choses beaucoup plus simples parce que tu as des techniques d'usinage derrière qui sont à la chaîne et tu limites considérablement les possibilités d'avoir des déchets, etc. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on a mis 2 ans et demi pour faire la phase de R&D sur la V1 et on a mis 11 mois sur la V2. On a réduit quasiment par 2 le temps de développement avec tout ce qu'on a engrangé comme expérience sur le produit V1, quoi. Donc, je répète, c'est vraiment cahier des charges, design to cost et ensuite le prototypage auquel on avait déjà des partenaires pour faire ça. Grâce à l'expérience de la V1. Et ça, je pense que Quantum va être d'accord que c'est beaucoup plus simple quand il y a déjà une relation de confiance qui est instaurée avec ses partenaires. J'en parlais tout à l'heure, mais typiquement, quand tu commences et que tu dois industrialiser un produit, tu fais un boulot de commercial puisque tu n'es pas un acheteur qui va acheter ta production. Tu es plutôt là pour vendre et convaincre des industriels.
de produire ton petit produit. Parce que tu n'as pas de volume, parce que tu n'as pas forcément aussi beaucoup d'argent pour faire des investissements. Et ouais, le premier boulot, ça a été de convaincre justement des bons partenaires industriels. Il y en a plein, hein, et c'est ce qui fait qu'on a pu industrialiser correctement notre produit, quoi. Comment s'est exercé le switch jusqu'à l'industrialisation? Comment ça s'est passé un peu ce process? Nous, de notre côté, on a vraiment insisté sur la phase de prototypage. Je crois qu'on a fait en tout une dizaine de runs de prototypes. Donc à chaque fois, c'est 1, 2, 3, 10 pièces. Ça coûte une fortune. Il y a des pièces qui nous coûtaient au départ, les premiers prototypes nous coûtaient 5 7 000 euros pour 2 pièces. Ensuite, on a descendu à 2 000 euros, après quelques centaines d'euros. Mais c'est des coûts énormes et on est obligé de passer par ça parce que derrière, c'est sur les pré-séries que ça coûte. Faut pas faire l'erreur, quoi. Donc on a eu une 12 à 15 runs de prototypes sur plus de 2 ans et demi, 2 ans. Et ensuite, on est passé en phase pré-série. Donc là, on a 3 pré-séries à chaque fois. On appelle la pré-série 1, c'est vraiment le final prototype, donc celui qui est fonctionnel, qui marchait bien et où toutes les tolérances fonctionnaient. Donc là, on teste à grande échelle, enfin à moyenne échelle, on va dire 50, 100 unités, que le process se réplique et qu'on n'a pas des nouvelles problématiques qu'on identifie. Donc déjà, c'est une première étape et très souvent, il y a encore des problématiques qu'on n'avait pas identifiées avant, dont on prend connaissance pendant cette pré-série 1. Ça peut être des modifications assez importantes qui peuvent nécessiter la modification d'un moule, que ce soit pour des pièces plastiques, métal, etc. Et ça, bah, t'achètes le moule et il faut le refaire. Donc, tu jettes à la poubelle ton investissement précédent et t'en refais un nouveau. Donc, c'est des choix à faire. Et ensuite, tu as la pré-série 2, en tout cas chez nous, qui normalement, on arrive à un produit final et avant de passer en masse production. Et on se réserve la pré-série 3 comme garde-fou au cas où la pré-série 2 n'était pas 100% convaincante. On rajoute du coup, on anticipe dans nos timelines une pré-série 3 avant de passer en masse production. Et donc pré-série 3, on est toujours sur des petits volumes, hein, 50, 100, 200 unités maximum. Et après en masse production, là tout de suite, on a les MOQ, donc minimum order quantity, qui nous sont imposés par nos industriels. Et comme tu le disais, c'est très compliqué. Il faut les séduire. C'est à nous de les convaincre de bosser avec nous. Et quand nous, on travaille en tout cas avec des interlocuteurs asiatiques, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on représente encore moins, on représente rien du tout dans leur chiffre d'affaires. Les conditions de paiement d'ailleurs, sont très compliquées et t'as un minimum. Nous, c'était 5000 unités qu'il fallait vendre et commander dès le départ. Donc, on a dû forcément faire avec, mais globalement, ça nous a mis 2 ans avant d'arriver à la phase de prototype final avant de passer en Indus, quoi. Et ensuite, on a fait 1 an d'Indus. Donc, en gros, c'est un process industriel qui nous a pris 3 ans. Et aujourd'hui, maintenant, on refait l'exercice sur cette V2. Sur la partie prototypage, les différentes versions de prototype, ça nous a pris, je pense, 6 mois, à peu près. Ouais. 4-6 mois. Donc, on était quand même beaucoup plus rapide parce qu'on savait déjà, on a les erreurs à éviter. Et ensuite, phase Indus, on est dedans. En pré-série 2 maintenant. Donc, l'avenir nous le dira, mais a priori, on devrait réussir à lancer notre produit pour la fin 2021. Puis les retards, c'est ça on n'a pas parlé des retards. Je sais pas s'il y a un topic qui est réservé dans notre... Parce qu'on en a à dire là sur les retards. Un projet industriel, il y a forcément du retard. Chez Innovap, on a eu jusqu'à 1 an et demi de retard pour la livraison. Donc par rapport aux premiers engagements, et on était a priori serein. Lorsqu'on avait notre prototype final, on était tout content. On s'est dit dans 6 mois, c'est bon, on est en mass prod dans 6 mois. Mais pas du tout. 6 mois plus tard, on était en pré-série 1, pré-série 2, quoi. Et c'est ça qui était très compliqué parce que tu perds la confiance des clients. Enfin, tu dois maintenir un niveau de communication avec tous tes clients, tes partenaires. Tu dois trouver du cash, en effet, aussi pour répondre au cash burn de ta société. Et ça, c'était hyper compliqué, quoi. Donc, il y a toutes les contraintes annexes qui vont avec, quoi. Nous, on a deux topics. Donc, nous, on a eu quelles ont été les étapes entre le proto et l'Indus. On a eu 2 sujets différents. Le premier, ça a été sur la machine, où il fallait produire peu d'unités, parce qu'on parlait de 50 machines, 100 machines pour le professionnel. Donc, on n'est pas en mass market. Là, on va chercher la qualité, on va chercher l'esthétique, on va chercher le contrôle de la production. On a fait le choix de le faire en France. Effectivement, nos premiers prototypes, ils nous coûtaient 15 000 euros, 20 000 euros. C'était des sommes qui étaient énormes. On en faisait un, on n'avait pas le droit à l'erreur, quoi. Et si l'erreur, elle arrivait, ça coûtait très, très cher. Donc, il y a eu à la fois ce travail de comment j'industrialise un petit électroménager, parce que c'est ce qu'on produit, et en plus un objet connecté. On a fait le choix de le faire en France, justement pour pouvoir être réactif, pouvoir contrôler la production, pouvoir mettre des cahiers des charges qualité, des documents qui viennent englober un peu tout ça. Donc ça, c'est sur la partie machine. Et on a eu le deuxième sujet qui était sur la partie flaconnage, où là, on parle plus de produire 50 machines, 100 machines. Là, c'est 30 000 flacons qu'il faut produire. Et puis faire ces flacons au départ, savoir que c'est un flacon en verre,
prototyper un flacon en verre, c'est extrêmement difficile. Donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On les faisait en plastique au départ. Donc, on faisait plein de petits prototypes en plastique qui coûtent bien évidemment beaucoup plus cher. Donc, un flacon, ça nous coûtait, je crois, 150 € au départ. Pour un flaconnage en verre qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher aujourd'hui. Ça rappelle un peu ce que je disais tout à l'heure sur les limites, justement, entre le prototypage et l'industrialisation. On ne pouvait pas fabriquer avec nos mains un flacon en verre. Et donc là, c'est clairement de la production de masse où on vient chercher du coût, où on produit d'abord un flacon en plastique, puis une centaine, puis on fabrique un petit outillage, une empreinte pour pouvoir monter en volume et ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est des investissements qui sont assez lourds sur ce genre de technologie. Pour rajouter quelque chose à ce que tu dis, je pense qu'il ne faut pas non plus trop séparer la phase de prototypage et d'industrialisation. Sinon, il va se passer exactement ce qui nous est arrivé où on n'avait pas pensé exactement à de la masse production lorsqu'on a fait les prototypes. Et du coup, il nous revenait trop cher. Donc, en fait, c'est là où on a perdu du temps. En fait, ces deux phases se jumellent, se superposent, excusez-moi, un peu. Et c'est vraiment important d'anticiper cette phase d'industrialisation qui est en fait une validation que le design du produit, que ce soit électronique, mécanique, va fonctionner à grande échelle. C'est pour ça que quand on commence la phase d'industrialisation, donc on a notre golden prototype, entre guillemets, et on va justement rédiger un cahier de qualification qui va reprendre en fait toutes les fonctionnalités du produit, aussi petites soient-elles. Et à côté de ces fonctionnalités, on va indiquer ce que ça doit faire, dans quelle mesure. Par exemple, si on doit avoir un certain gap entre certaines pièces par rapport aux tolérances, on va dire voilà, on autorise 0,2 mm d'écart entre ces deux pièces-là. S'il y a au-dessus, ça veut dire que ça ne va pas. Et quand on passe justement à l'industrialisation avec les pré-séries, on va analyser les 100 pièces, 200 pièces qu'on a fabriquées. Et pour chacune de ces pièces, on va tout vérifier et on va regarder combien de pièces passent ou pas. C'est vraiment important cette phase de qualification parce que sans ça, on peut se retrouver à lancer des moules qui vont coûter 20 000 € et en fait, le design était mal fait. Et du coup, le moule, soit, si on a de la chance, il faut juste le modifier un peu parce qu'il manque que quelques dixièmes, par exemple, soit faut le jeter. Et là, ça fait un peu mal quand même. Combien d'intermédiaires avez-vous pour industrialiser vos produits? Est-ce qu'il y en a un qui va plutôt faire le hardware, l'autre qui va faire l'assemblage, etc. On avait une contrainte sur la propriété intellectuelle. Nos industriels, en fait, fabriquent d'autres produits concurrents. Déjà, ça, c'était la grosse problématique. Et il fallait s'assurer qu'ils n'allaient pas nous doubler ou tout simplement produire dans notre dos les mêmes produits sous cette marque ou une autre marque. Et donc, pour ça, déjà, on a scindé l'électronique et la mécanique chez deux personnes. On est passé par la société spécialisée en cigarettes électroniques pour la partie assemblage mécanique, puisque c'était leur expertise. Ils savaient éviter les fuites, ils savaient gérer de l'assemblage de cigarettes électroniques avec l'alimentation, etc. Par contre, pour la partie électronique, là, on est passé par un autre établissement, une autre société qui n'était pas du tout du même secteur d'activité que la cigarette électronique, afin de s'assurer d'avoir si on peut appeler ça un Chinese wall, éviter vraiment toute possibilité de copie. Et donc, en fait, on livre les cartes électroniques directement chez notre assembleur final, qui du coup n'a pas accès à toute cette partie électronique. C'est comme une boîte noire qu'il n'a plus qu'à assembler. Bon, il a fallu penser à quelques trucs aussi pour éviter qu'ils puissent récupérer des codes sources et des choses comme ça. Ils ont essayé de faire du reverse engineering, ils nous l'ont avoué 2 ans plus tard, et ils ont eu du mal à craquer le truc, ils nous l'ont dit. Donc ça, on était plutôt fiers de nous. Mais du coup, il y a toute une phase en amont qu'on fait en France, qui est toute la partie conception et R&D. Et là, du coup, on travaille avec des bureaux d'études. Donc là, en l'occurrence, un bureau d'études spécialisé en électronique, un autre bureau d'études spécialisé en mécanique, tout simplement parce que on avait besoin d'expertise assez particulière en mécanique qu'on est allé chercher chez un partenaire. Donc en gros, de la conception en amont, avec aussi l'électronique, la mécanique et le studio de design. Et ça, c'est le gros jeu, c'est réussir à les faire travailler ensemble sans frustrer les parties, puisque l'équipe design forcément va avoir des envies et l'équipe industrielle va vouloir se simplifier le travail. Et il faut trouver le juste milieu entre l'esthétique et la facilité avant d'envoyer derrière les cahiers des charges et les fichiers de fabrication. Nous, on a la particularité en effet de c'est à distance, donc on voit pas tout ce qui se passe. Forcément, on a dû envoyer notre Juju préféré en Chine à plusieurs reprises pour participer et assister à différentes étapes du process de production. Mais parfois, c'était compliqué parce que forcément, quand ça parle en chinois et
et puis qu'il y a un client qui est très bien identifié d'ailleurs à travers les blues. Quand on a là-bas, c'est très compliqué et puis ça peut magouiller, ça peut cacher des choses comme ça. En tout cas, du coup, t'es obligé, en tout cas, c'est recommandé de te faire accompagner par une personne locale qui va pouvoir aller parler à différents corps de métier en interne pour t'assurer que les choses se font bien comme tu l'as demandé. Et donc, ça quand même, ça fait un certain nombre d'interlocuteurs. Donc, comme on a l'électronique, on a dit, la mécanique, le côté design, ça c'est tout ça en France. Et ensuite, l'assembleur électronique et l'assembleur mécanique, ça fait déjà 5 principaux interlocuteurs dans la chaîne de décision. Donc forcément, c'est complexe. Il faut jongler avec tous ces interlocuteurs. Et c'est ça qui est complexe. En tout cas, je pense que c'est ça le métier de l'industrialisation, c'est de réussir à jongler entre ces 3, 4, 5 interlocuteurs et que tout le monde reste en phase en fonction des décalages qu'il peut y avoir ou des variations techniques, puisqu'on peut décider d'arrêter par exemple de faire une chambre de refroidissement comme pour Quantum. Et donc ça, c'est compliqué parfois à expliquer aux industriels. Nous, de notre côté, le réseau de partenaires, c'est plus de 40 sociétés en Europe qui collaborent autour de la fabrication de notre produit. On a la chance de discuter avec des Européens, donc la barrière de la langue, ça va de notre côté. Nous, notre boulot, il est on industrialise 2 choses avec nos partenaires. La première, c'est on imagine des solutions technologiques en interne chez Quantum pour faire des boissons. Et puis, on industrialise ça en produit fini, designé, qui est conçu pour être utilisé. Donc, il y a une industrialisation et un réseau de partenaires sur la partie machine, le produit. Et on a un deuxième réseau de partenaires sur la partie justement consommable, les bouteilles que l'on vend. Où là, notre métier, c'est d'industrialiser des recettes issues de mixologues, de barman qui façonnent ça à la main avec leur palais, en bouteilles qui contiennent nos signatures mixeurs ou nos spiritueux. Et là, on a aussi un réseau de partenaires, donc plutôt sur le conditionnement de ces jus. Là, on sort du métier technologie des objets connectés, petit électroménager, pour rentrer dans le monde de l'alimentaire, puisqu'on manipule des liquides, des spiritueux d'un côté et des jus de fruits de l'autre. Et là, c'est des chaînes de conditionnement, c'est des appellations, parce que vous l'avez vu, on collabore avec quelques maisons de spiritueux, notamment Glenmorangie, qui est un whisky en Écosse. Donc, il faut collaborer avec les gens qui produisent dans l'usine le whisky. Et le troisième métier qu'on a industriel, c'est toute la partie logicielle aussi, puisque il faut bien développer le cerveau de toute cette technologie et de cette solution. Les logiciels, on les tient en interne, et l'idée, c'est d'imaginer les fonctionnalités qu'on peut faire avec toute cette techno en logiciel, en choses qui sont directement chargées sur nos produits. Donc ouais, c'est beaucoup de partenaires. Heureusement qu'il y a des gens qui font merveilleusement bien ce métier d'industrialisation. On a tous les deux, Enovap et Quantum, fait le choix de sous-traiter la production. Parce qu'on aurait très bien pu se dire pourquoi on ne les fabrique pas avec nos mains et tout ça. Et finalement, on s'occupe de la conception, de la R&D qui va autour, et puis on confie ça à des industriels qui font très très bien leur job. Contrairement à Quantum, nous on a fait le choix d'aller démarcher des usines en Chine. Et je me souviens à l'époque, on ne savait pas trop comment faire, qui aller voir. Et en fait, ce qu'on nous a conseillé, et ce que je recommande aussi, c'est de faire appel à des sociétés qui sont, si par exemple on veut aller démarcher une entreprise qui fabrique des cartes électroniques, eh bien, c'est de prendre des experts européens et de les mandater pour aller avec vous faire des audits dans ces usines. Et du coup, en fait, avec leur expérience, eh bien, ils vont pouvoir vous conseiller, et c'est ce que notre partenaire a fait à l'époque, et il nous a bien conseillé sur quelle usine choisir pour assurer au maximum les productions et la qualité des produits. C'est vraiment ce que je conseille, quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir, on va dire, le Made in France ou le Made in Asie de votre côté, plutôt que faire la production en Europe ou en France? Il y a les volumes déjà. Les volumes et la target prix que tu as. C'est sûr que si tu veux produire 100 000 pièces demain, les faire en France, tu peux, mais si tu veux un prix de revient qui est acceptable, il faudra peut-être l'exporter. Donc, il y a une histoire de volume, il y a une histoire de technologie aussi, parce que tous les pays maîtrisent pas les mêmes technologies. On sait faire des choses en France que les Chinois ne savent pas faire, et inversement. Il y a une histoire d'argent, de proximité, de compétences, parce que ça coûte aussi de se déplacer en Chine, d'aller chercher un coût, de payer des agents sur place. Et ça coûte aussi en France, mais c'est des budgets qu'il faut
qu'il faut bien concevoir. En gros, nous, c'était principalement pour le prix. On a tout fait pour essayer de le fabriquer en France au début. On a vu que ça allait coûter trop cher. Du coup, on a essayé de le fabriquer en Europe, un peu moins cher, mais ça l'était toujours autant. Il n'y a qu'en Chine où on a pu obtenir des prix convenables, mais surtout, ce qui nous a décidé, c'est qu'en fait, dans notre secteur, tout du moins, 99% des produits sont fabriqués en Chine. Donc en fait, on est allé aussi là où il y avait l'expertise qui ne se trouvait pas en France. En France, il n'y a pas de cigarettes électroniques qui sont produites, alors qu'en Chine, c'est le cas. Donc en fait, c'était le bon choix, quoi. C'est vraiment ça qui nous a poussé à partir en Chine. On a longtemps hésité, on a eu très peur. Parce qu'on entendait partout plein d'histoires d'entrepreneurs qui étaient partis en Chine et où ça s'était pas bien passé à cause de la distance, à cause de la barrière de la langue, à cause de plein de choses. Donc on a beaucoup hésité et finalement on regrette pas du tout notre choix puisque on considère que si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est aussi parce que on s'est lancé en fait. Voilà, un peu le leap of faith et voilà, ça a payé pour nous. Ouais, on n'avait vraiment pas le choix. En effet, c'était le pricing qui était notre plus grand indicateur. On est sur un milieu hyper concurrentiel où les produits sont made in China. Donc forcément, c'est les producteurs eux-mêmes qui distribuent. Donc tu te retrouves avec des produits sur le marché qui sont quasiment à coût de fabrication pour le chinois. Donc imaginez le challenge pour nous, société française, avec des salariés, des frais R&D. C'était mission impossible. Donc on n'a juste pas eu le choix. On s'est voilé la face, on a tout essayé pendant 2 ans d'essayer de produire en France et ensuite en Europe, mais voilà, on aurait dû anticiper ça plus et on s'est rendu compte que vendre un produit à 200-300 euros, c'est pas possible en France, une cigarette électronique. Comment faire évoluer son produit? On va dire quelles sont les démarches, les process quand vous faites les prises de décision sur des ajouts de fonctionnalités pour préserver votre produit et aussi les coûts qui sont inhérents à ce produit. Bon, je vais me raccrocher à ce qu'on a fait nous, hein, et je vais vous montrer un peu l'évolution du produit et toutes les idées qui nous sont passées par la tête et pourquoi on a pivoté durant l'évolution. Donc, je vous parlais tout à l'heure de cette première machine on appelait le tank, qui était une machine volumineuse parce qu'on avait du mal à miniaturiser la solution. Première chose pour le faire évoluer, c'est qu'on s'est dit, déjà, ça part de nos idées. Hein. La première chose pour faire évoluer son produit, c'est d'abord d'avoir des intuitions, d'avoir des idées, d'avoir des envies d'innover autour de ça. Puis de cette première version, première chose qu'on s'est rendu compte, à l'époque, on était pour un marché grand public. Donc, on se rêvait la Nespresso du cocktail, sauf que on présentait des ingrédients qui étaient dans des pots carrés. On s'est tout de suite dit, si on veut vendre du cocktail, il faut qu'on se rapproche de l'écosystème qui gravite autour de notre produit. Et l'écosystème de mixologie du cocktail, ça nous a amené un second design, qui est celui-ci, où on réutilisait un peu des ambiances, des codes qu'il y a dans notre marché pour changer l'esthétique du produit. Parce que le visuel est très important. À l'époque, un bon design et puis une bonne explication de la fonction, ça faisait le job, entre guillemets. Donc, les premières idées, elles viennent bien évidemment de l'univers dans lequel va baigner le produit et donc ses utilisateurs. Puis après ça, il faut quand même le tester un minimum, ce produit. Ce produit, il était à destination des professionnels pour nous. Et la première manière qu'on a fait pour pouvoir tester ce produit sur le marché, c'est de donner des événements, c'est de devenir carrément professionnel de la distribution de cocktails pour comprendre l'usage autour du produit, pour comprendre les problématiques que nos utilisateurs allaient rencontrer et du coup faire évoluer les fonctions autour de la machine. Et là, on a sorti une deuxième génération de machines à l'issue de tous ces événements qu'on a fait. On a fait Roland-Garros, on a fait le Festival de Cannes, on a appris énormément sur le terrain pour changer la machine, pour travailler les flacons qui étaient au-dessus de la machine. Encore une fois, pour se rapprocher des codes du marché, c'est des codes de bouteilles. Hein. Aujourd'hui, dans un bar, il y a des bouteilles qui sont rondes. Donc, on a fait évoluer ce fameux consommable au départ qui était carré, qui ressemblait à un livre, vers une bouteille qui se rapproche de l'univers du bar. On a appris énormément sur quelles étaient les problématiques que rencontraient nos utilisateurs. Il faut que les cocktails sortent vite,
parce qu'il y a une problématique de rendement. Il faut qu'il y ait une constance dans le goût, donc il faut qu'on dose parfaitement à chaque fois. Et à chaque problème que rencontraient ou besoin qu'avaient nos utilisateurs, on essayait de mettre une fonction en face, de mettre parfois même une innovation et peut-être un brevet derrière. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer son produit. C'est d'abord parce qu'il y a un besoin de marché qui existe pour ensuite sortir la fonctionnalité. Et Julien disait tout à l'heure, il faut définir ses cahiers des charges, il faut bien écrire son besoin avant de se lancer dans le développement du produit. Effectivement, bien le définir, mais il faut aussi aller le tester, quoi. Et puis te mettre les mains dans le cambouis et puis utiliser la cigarette électronique qui fuit d'un côté parce que c'est le job et il faut montrer, servir des cocktails de notre côté lors d'événements alors que ça fuit aussi de tous les côtés, les problématiques d'étanchéité, on les a rencontrées. Et c'est comme ça qu'on améliore au fur et à mesure notre produit. Le must, je dirais, c'est si jamais il y a des fonds de côté, c'est de faire des études de marché en mettant ensemble en fait des consommateurs et en leur posant des questions, leur présentant le concept, limite en leur faisant tester le produit. Bon, souvent ça a un coût, donc en tant que start-up, au tout début en tout cas, c'est pas forcément possible de faire ça. On n'a pas pu le faire sur la V1, mais on a pu le faire sur la V2 et c'était très très intéressant. Et puis ensuite, c'est aussi pendant cette phase d'industrialisation où on va faire du bêta testing. Nous, en tout cas de notre côté, pour Quantum, je pense que c'est peut-être comme tu disais, plus autour d'événements, mais au final, ça revient au même que de faire un bêta testing, où en fait, on va envoyer, si on va recevoir sur la pré-série une centaine d'unités, on va en envoyer 50 à des personnes sélectionnées qui se sont inscrits pour être bêta-testeurs et qui vont pouvoir nous faire des retours quali sur l'interface, sur notre produit, sur la qualité de la vape, sur la qualité de la connexion Bluetooth, l'interface de l'application mobile, etc. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on se rend compte que, par exemple, on avait mis telle manière d'afficher telle information, en fait, les gens, ça les perdait, et donc il faut le modifier et le mettre d'une autre manière. Ou alors, pareil, il y a trop d'étapes à faire pour arriver à modifier tel paramètre. C'est les retours qu'on nous a donnés, donc on va essayer de réagencer un peu cette interface pour que ce soit plus simple. C'est vraiment du test and learn et nous, on le fait via du bêta testing. Ouais. En fait, le développement du produit passe plus par en fait, de la correction de bugs que de réelles fonctionnalités en plus. Ouais, ça dépend. Si on prend le cas de Quantum, ils ont juste retiré une énorme brique techno. C'est vachement réducteur ce que tu dis là. On n'est pas des correcteurs de bugs, on est des innovateurs, on est des créateurs. En fait, si tu as une part de chance et que le taf en amont a bien été fait, pendant ces phases de bêta testing, tu peux avoir très peu de choses à changer. Sur la V2, on a beaucoup moins de choses à changer parce que on sait déjà un peu plus ce qu'on fait. Sur la V1, il y avait énormément de choses à modifier. C'est pour ça que ça nous a pris aussi énormément de temps. On a changé 3 fois de design et de système de fixation des pods dans la top part, qui est la pièce qui va mélanger les deux vapeurs. La fixation entre la top part et le produit qui contient l'électronique et la mécanique et la batterie, elle a changé 5 fois aussi. Donc, c'est des très très fortes modifications. Donc, ça dépend en fait, ça dépend de produit à produit. Ça peut être soit mineur, soit ça peut être vraiment majeur. Et là, voilà, il faut essayer de l'anticiper. Un beau produit, je pense que c'est bien, mais derrière, il faut réussir à le vendre. Comment construire une offre autour de son produit ? Nous, la construction du pricing et du business model, c'était un gros sujet. Parce que, encore une fois, c'était notre gros driver, c'était le prix, puisqu'on était sur quelque chose de très compétitif, un secteur très compétitif avec beaucoup de concurrents, avec des prix forcément défiant toute concurrence. Donc nous, on pouvait pas, on a dû pricer notre produit le moins cher possible, on va dire, par rapport à nos coûts de fabrication. Et heureusement, on s'est rendu compte pendant l'industrialisation qu'on allait devoir vraiment se mettre, on va dire, à peu près à 129 €, prix de vente TTC consommateur. Et par conséquent, que quand tu déroules la pricing list, parce que nous, on est sur un business model en B2B, donc on passe par des grossistes qui, eux, passent par des boutiques spécialisées qui vendent directement aux consommateurs. Et quand tu multiplies tous ces intermédiaires, il reste plus grand-chose.
Et puis j'oublie la TVA derrière, parce qu'il faut retirer la TVA, c'est l'horreur. Et à la fin, il reste plus grand-chose. Et donc, on a fait un choix stratégique en plein milieu d'Indus, de passer sur un système presque comme Nespresso, à savoir un modèle de capsule. À la différence que notre système était ouvert. On voulait vraiment proposer un système ouvert qui puisse permettre à tout le monde de mettre son propre liquide. Donc, c'était semi-Nespresso, dans le sens où c'est comme une capsule Nespresso rechargeable où tu peux mettre ton propre café. Mais on avait au moins le mérite de pouvoir nous reposer sur le recurring revenue, donc les revenus récurrents liés à ces capsules que tu dois remplacer toutes les 2 semaines. Donc en gros, il y a un revenu additionnel pour le consommateur de 15 € par mois. Et c'est grâce à cette décision qu'on a pu faire le choix de s'aligner, on va dire, par rapport aux réalités financières du marché en termes de pricing. Et malgré tout, derrière, on espérait que les utilisateurs allaient utiliser nos e-liquides, puisque c'est aujourd'hui le e-liquide est la principale source de revenus, en tout cas par rapport aux marges que tu pratiques. Et donc, c'est 80% des revenus de l'industrie proviennent des liquides, des recharges. Et on s'est rendu compte progressivement que les utilisateurs, il y avait tellement le concept de l'open system, c'était que les gens peuvent choisir leur propre liquide. Donc les gens utilisaient les liquides qu'ils souhaitaient et pas forcément les nôtres. Donc forcément, on pouvait pas, on avait un revenu récurrent assez limité. Et vu qu'on marche pas énormément sur le produit, ça a rendu le business model un peu complexe. En tout cas, c'est ça qui nous a poussé à faire évoluer notre business model à travers la V2. Donc là, on est sur un système fermé qui permet du coup de garantir un niveau de revenus récurrents beaucoup plus important, puisque la capsule, elle contient déjà du liquide et c'est à usage unique. Donc, ça permet de t'assurer d'éviter des mauvais comportements par les utilisateurs sur les systèmes ouverts. Le risque, en fait, c'est que les utilisateurs peuvent recharger à répétition avec leur liquide et tu peux avoir ce qu'on appelle un dry hit, donc avec des petites émissions. Et avec un pod fermé, ça permet, au-delà de l'aspect scientifique, donc de garantir des émissions super clean. Ça permet de s'assurer que l'utilisateur va consommer notre liquide. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'évoluer vers ce business model pour survivre. On s'est posé la question de mettre en place un business model autour des revenus avec un abonnement, pouvoir proposer, par exemple, le produit quasiment à 1 €. Mais ça dépend vraiment des industries. Je pense qu'il y a des industries dans lesquelles c'est vraiment adapté, notamment pour du modèle B2B. En l'occurrence, nous, on est plutôt un produit B2C et c'était très complexe de mettre en place cette dynamique, surtout à travers nos distributeurs. Les systèmes d'engagement, c'est-à-dire que le consommateur aurait dû s'engager auprès des différents distributeurs. Ça nécessite un changement structurel des pratiques actuelles. Et ça, c'était pas possible pour nous. Donc, le business model avec abonnement ne fonctionne pas trop dans la cigarette électronique. Et ici, passe pour la simple et bonne raison que les gens aiment bien évoluer et changent de saveur, changent de fabricant, etc. Donc ça, c'est comment créer une offre autour du produit. C'est un peu ça. Il faut impérativement, il faut être vraiment capable d'évoluer le potentiel de distribution et donc les volumes qu'on peut faire avec. Et en face, on connaît la charge qu'on va avoir avec notre startup, les dépenses qu'on va avoir. Et en fonction de ça, faut voir si ça passe. Par rapport aux prévisions de vente qu'on a, ou s'il faut faire évoluer le business model à travers des cartouches propriétaires, par exemple. Je pense comme c'est le cas pour Orchestra également. Et si on fait pas ça, en fait, le business model n'est pas forcément rentable, et c'est ça qui nous pousse à faire ces choix. Surtout nous, les petites entreprises. Mais on fait surtout ces choix pour garantir la qualité de nos produits. Donc chez nous en tout cas, on met pas n'importe quoi dans nos flacons, ce sont des recettes d'exception, on garantit la qualité des spiritueux et des jus, quoi. Au-delà de l'aspect modèle économique. C'est ce par quoi j'ai commencé, je tiens à le préciser, c'est l'aspect scientifique, garantir des émissions vraiment stables, parce que tu t'assures qu'une fois que la capsule est consommée, elle n'est pas réutilisée et tu n'as pas d'over-consommation d'un matériau consommable qui est le coton. Et juste pour ajouter un truc, c'est vrai qu'au début, quand on a commencé, on connaissait pas du tout le marché. Et en fait, comment faire un business model quand on ne connaît pas les marges que vont demander en moyenne les grossistes, les marges que vont demander les shops. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé très tôt à faire des salons, à se rapprocher de ces professionnels, à leur poser plein de questions, et on s'est rendu compte petit à petit que, voilà, en règle générale, ils margeaient entre tel pourcent, etc. Et c'est à partir sans ça, en fait, c'est impossible, en tout cas quand on fait du B2C et qu'on passe par des grossistes et des revendeurs, d'établir un business model si on n'a pas ces informations-là. Donc la question, c'était comment on construit l'offre autour de son produit. Moi, j'ai envie d'y répondre. C'est vachement large déjà l'offre, parce qu'il y
y a plusieurs personnes qui sont intégrées dedans. La première étape, je pense, c'est de définir là où tu vas créer de l'émotion, là où tu vas donner du plaisir, c'est le côté du consommateur. Donc, c'est pour nous l'excellent cocktail que tu vas consommer. Voilà l'offre qu'on va proposer, un excellent cocktail. Le deuxième niveau, c'est à quel besoin tu réponds et comment les gens vont faire de l'argent avec ça ou à quel problème que tu as envie de résoudre. Là, c'est pour nous les bars, les restaurants, tous ces professionnels. Et puis la troisième étape, c'est notre offre, elle s'est aussi construite à travers les partenariats qu'on a tissés, à travers les entrepreneurs qu'on a rencontrés. Pour vous donner un exemple, hein, on a des flacons aujourd'hui de spiritueux parce qu'on a collaboré avec un grand partenaire qui était le groupe Motensi. Et ça a bousculé notre offre. Ça nous a permis de faire une machine qui est mise à disposition gratuitement par notre distributeur. Ça a tout changé. Voilà, je pense qu'il faut d'abord se focaliser sur le consommateur. Où est-ce que je crée de l'émotionnel pour construire l'offre? Et du coup, ça va donner énormément de notions sur quel est le prix que le consommateur va pouvoir acheter ça. Bon, c'est à peu près 10 € un cocktail. Donc, on arrive à donner des chiffres et mettre des valeurs sur les choses. Ça permet de travailler aussi tout l'écosystème qui va servir ce cocktail. Parce que nous, notre offre, elle a évolué en se disant, au départ, on voulait être pour le grand public. On rêvait d'avoir une machine B2C, donc directement à la maison. Mais ça coûte très cher. Faut avoir des marques. Et l'évolution de notre offre, ça a été la distribution à chaque fois, des couches de distribution. La première couche de distribution, c'est les cocktails, on ne pouvait pas les servir, donc il fallait des établissements pour les servir. Et on a donné ces machines à des distributeurs qui sont les bars et les restaurants pour distribuer le produit. Puis le deuxième niveau, ça a été de se dire, maintenant, il faut distribuer les machines dans tous ces établissements. Donc on a tissé un partenariat de distribution avec des distributeurs. C'est un peu ce que vous avez fait aussi sur la partie cigarettes électroniques. Il y a des couches de distribution qui fait que finalement, comment on gagne sa vie, parce que l'offre, c'est un peu ça, hein, qu'est-ce qu'on propose et comment on gagne sa vie face à ce qu'on se propose, ça évolue et c'est pas forcément la première idée qu'on a au départ. Ça a été une succession d'événements, une succession de rencontres, d'idées aussi qui ont émané toute l'équipe Quantum et de ses partenaires. Et c'est comme ça qu'on construit une offre, ça met beaucoup de temps. Je redisais tout à l'heure, on faut tester sa techno, il faut tester ses fonctions, il faut aussi tester son offre. Nous, il fallait qu'on vende des cocktails. Une fois qu'on avait vendu des cocktails dans des événements, on se disait on va opérer un bar et on va vivre ce que vit un opérateur de bar pour tester l'offre et comment lui il va la vendre. Parce que ça va être la première façade. Et puis après, on a cherché à vendre nos machines et notre technologie. Ouais, je pense que quand on commence, on a des rêves grandioses et puis on se rend compte que il y a des petites étapes quand même avant d'arriver à ce truc-là et que ça prend du temps. Monétisez-vous la data de vos utilisateurs auprès des mutuelles ou des assureurs? De notre côté, on ne monétise pas la data pour les mutuelles et les assureurs. Et vous, de votre côté, Nova? Non, mais bonne question. C'est vrai que, étant donné que les mutuelles, les assureurs font de la prévention, c'est une très bonne question. Je pense que c'est des choses qui se pratiquent dans d'autres industries. Nous, aujourd'hui, on monétise pas la data de nos utilisateurs auprès de mutuelles ou d'assureurs ni auprès de quiconque. La seule utilisation de la data qu'on a, c'est pour à la fois le tracking de la consommation, pouvoir proposer le suivi de consommation à l'utilisateur, mais aussi et principalement pour le mode automatique. Cette intelligence artificielle, ce modèle qui a besoin de se nourrir en data continuellement pour pouvoir s'améliorer et trouver de nouvelles règles. Et donc c'est ça qui nourrit aujourd'hui notre système. C'est comme ça qu'on utilise la data et on a besoin de ces données pour proposer une brique technologique. Non, on nous a déjà posé cette question. Je peux comprendre, mais non, c'est pas le cas. Si jamais, imaginons que vous avez un pote qui lance une startup ou autre et qui vous demande des conseils pour évaluer un petit peu la qualité de son mode opératoire de prototypage ou d'industrialisation. Selon vous, qu'est-ce que vous regarderiez en premier pour évaluer la qualité de son process? La documentation. À qui je parle? Est-ce que déjà je parle à un ingénieur ou est-ce que je parle à quelqu'un qui est du marketing? Ouais, non, je suis le CE aussi. Donc si tu es ingénieur déjà, ça aide un peu, ouais, la doc. Les compétences que tu as avec toi dans l'équipe aussi. Parce que en fonction de la complexité de ton produit, ça va faire appel à plusieurs corps de métier, quoi. Et puis voilà, combien tu as investi en R&D dedans? Est-ce que tu as
des protections intellectuelles autour de ton produit. C'est un peu ça que j'évaluerais. Et la question, c'est plus orientée sur comment tu qualifies ton produit ou comment tu valorises ton produit. C'était Ouais, quoi? comment tu valorises, comment tu évaluerais un petit peu la qualité du process, si c'est adapté à toi ce que tu fais et si c'est bien en place, si ça induit pas de risque. Tu vois, par exemple, si tu as un seul fournisseur. Quand on commence, il faut partir du pire un peu pour, enfin, imaginer le pire en tout cas pour essayer de se protéger au mieux. Nous, c'est ce qu'on a fait et puis ça a plutôt bien marché. Après, comme disait Valentin, ça dépend aussi de ce que tu peux faire en interne et de ce que tu peux pas faire en interne parce que tu n'as pas les compétences ou les ressources. Le must, c'est d'arriver à séparer. Si tu mets tout entre les mains d'un seul industriel, il y a plus de chances qu'il puisse t'enfler, entre guillemets, que si jamais tu as un gars qui fait telle pièce, un gars qui fait telle pièce et un autre qui fait telle pièce et tu en as un dernier qui assemble le tout. Et ça, je pense que Valentin va être d'accord avec moi là-dessus. Ça, c'est vraiment pour la sécurité, quoi, la robustesse, en tout cas, du système de production. Je veux dire, je pense qu'il y a vraiment deux phases. Si on se pose la question en mode projet, PPE, PFE, et si on est déjà en mode industriel, je pense qu'il y a vraiment la question est différente. En phase de projet, en tout cas nous, les composants, les approvisionnements, toutes ces choses-là, les choses ont complètement évolué. Quand on passe du prototypage à ECE, Fab Lab, ou même Dream Prototype, de là au moment où on passe avec les industriels, où il y a des outils particuliers, il faut adapter les méthodes de production et donc le design et toutes ces choses-là, c'est là que la complexité arrive. C'est quand on ramp up en process d'industrialisation. Généralement, avant, on voit pas toutes les problématiques, on les a pas, on en a moins, je dirais. Donc c'est assez compliqué en phase projet de voir et d'anticiper si tout va rouler bien, etc. Parce que toutes les difficultés, toutes les complexités vont arriver après. En tout cas, dans la phase indus, lorsqu'on doit faire les choix ou pas d'une fonctionnalité, d'un délai, etc. Ouais, je rajouterai un autre élément qui est assez intéressant, c'est que nous, donc pour l'industrialisation en Chine de la carte électronique, on est passé par une société française. Et en fait, ce qui nous a beaucoup protégés, je pense aussi, c'est que eux, ils bossent beaucoup avec une certaine usine qui est Grade Pharma, etc., qui font des produits pour les hôpitaux, etc., donc très, très haute qualité. Mais surtout, en fait, ce qui nous a protégés, et c'est ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'en fait, ils leur amènent plein de projets, donc énormément de business. Ils représentent une part conséquente de leur chiffre d'affaires. Donc, en fait, ce fabricant n'a absolument aucun intérêt à nous enfler, parce que s'il le fait, eh bien, en fait, il va perdre du coup cet acteur qui est notre partenaire et qui leur amène beaucoup de clients. Donc, en fait, c'est ça il faut aussi se poser cette question. Si tu vas représenter 1% du chiffre d'affaires d'une société, si elle veut t'enfler, elle a aucun souci à le faire. Par contre, si jamais en t'enflant, elle risque de perdre 20%, 30% de son chiffre d'affaires, eh ben, c'est une protection. Voilà, tu peux le voir aussi comme ça. Oui, la limite entre la rentabilité et la protection intellectuelle, parce que je suppose que du coup, théoriquement, tout faire chez une seule personne, ça devrait coûter moins cher s'ils ont les compétences. Ouais, en règle générale, ça coûte moins cher, je suis d'accord, mais c'est une question de risque par rapport au coût associé. Et c'est là où les brevets interviennent beaucoup, je pense. Valentin, Alex, vous allez tous les deux être d'accord avec moi. Quand on a ce type de protection, ça peut refroidir quand même beaucoup de gens sur ce côté-là. Donc, les brevets, c'est grâce à l'école d'ailleurs qu'on a pu déposer notre brevet. Alexandre, tu peux peut-être en parler, mais l'école nous a beaucoup aidé là-dessus. C'est vrai que nous, c'est ça qui nous a mis le pied à l'étrier. Quand tu te retrouves en fin de troisième année et que tu as la possibilité de proposer toi-même un sujet pour ton projet de PPE et ensuite de PFE, ce qui va représenter, je crois, un gros temps de travail, en tout cas sur l'année. Nous, on a tout de suite saisi l'opportunité. On s'est dit, mais il y avait des super projets, sans vouloir critiquer tous les topics qui étaient proposés. Il y avait des sujets très intéressants, des escouades de drones, etc. La brosse à dents tweet. Voilà, exactement. Mais là, de se dire, j'ai l'été, je rentre de Montréal, je peux décider d'un projet pendant cette troisième année et commencer à mûrir l'idée. Ça, c'est génial. Et on a du temps à y consacrer pendant 2 ans.
qui est dédié, qui est réservé pour ça. Donc ça, c'est super. Et en plus, on a tout à disposition parce que déjà, on apprend progressivement les technos au cours de l'année. On va dire en 3e, 4e, 5e, il y a une ou deux technos qu'on commence à découvrir. En l'occurrence, nous, c'était le Bluetooth. Donc c'était super. On avait les cours de Bluetooth quasiment au milieu du semestre du PPE. Donc c'était génial de pouvoir commencer à tester vraiment la connexion, etc. Donc déjà, tu mets le pied à l'étrier, tu commences à avoir, avec l'accompagnement que tu as à l'ECE, tu vois en concret ce que ça donne. Et après, il y a l'incubateur. Tu commences à te projeter, le Fab Lab, pardon. Quand tu commences à rentrer dans le vif, à designer ta carte électronique, à utiliser l'imprimante 3D, que tu as la première pièce 3D qui sort, même si c'est moche, mais on était tous hyper contents. Regardez le truc, c'était le produit de nos rêves. Et en fait, c'est tout ça qui cultive un peu progressivement cette envie d'entreprendre. Et en fait, on retrouve un peu ça dans l'association, dans l'associatif. C'est un mix entre l'associatif et les projets. Et du coup, l'incubateur derrière, qui nous a permis d'avoir, je pense qu'Watoon a pu participer, a pu faire part de l'incubateur également, la mise à disposition déjà de locaux et enfin en tout cas d'un bureau pour pouvoir rassembler les équipes. Ça, c'était vraiment super pour démarrer. Donc en fait, c'est tout pendant ces 2 dernières années, on avait à l'école tous les outils, à la fois sur le côté technique, mais aussi sur le côté entrepreneurial. Donc on a une personne à l'incubateur qui était dédiée, qui nous accompagnait un petit peu et qui nous orientait en fonction de nos besoins quand il fallait créer le premier business plan, parce que forcément, quand tu sors d'école d'ingé, tu sais pas faire un business plan, une étude concurrentielle et toutes ces choses-là. Et donc, on s'est lancé là-dedans et c'est vraiment un tout. C'est l'ensemble entre les connaissances acquises, la possibilité de pouvoir mettre avoir du concret dans le Fab Lab et de commencer à parler business, entrepreneuriat, business model dans l'incubateur. C'est vraiment ça progressivement. L'idée, nous, elle est vraiment arrivée en amont. Dès la 3e année, on commençait déjà à réfléchir à des idées de projets. Et c'était évident qu'on allait bosser sur un projet personnel c'était une opportunité géniale, quoi. Je reviens à la question d'avant sur les barrières à l'entrée, comment on juge que notre prototype ou notre indus elle est efficace et bien protégée. La première question qu'il faut essayer de se poser, c'est si je fabriquais un vélo demain, je me poserais la question de si Decathlon veut faire le même vélo que moi, est-ce qu'il peut y arriver? Et si le leader du marché est capable de reproduire mon produit, est-ce qu'il peut le faire? Et déjà, ça répond à beaucoup de choses. Donc, ça a fait appel à comment je protège mon innovation derrière, quelles compétences et savoir-faire j'ai en interne dans ma société pour développer ce produit, comment je crée de la valeur autour de l'innovation que j'ai créée, de ma marque, de tout ça. Et la bonne question, c'est est-ce que le leader en face, il peut le refaire? Et pour nous, par exemple, lève-toi tôt pour faire un petit électroménager connecté avec des spiritueux, des mixeurs et tout ça. Vas-y, essaye. Je sais même pas quel est le leader en face de nous. C'est clair. Et nous, c'est pareil. On pourrait penser au départ à nos concurrents. Nous, c'est les industriels du tabac. On peut se dire assez facilement qu'ils savent fabriquer ça, mais en fait, pas du tout. C'est des machines de guerre avec des process sans tordre le cou. Les prises de décision prennent des mois. Et dès que tu es dans l'innovation, dès que tu es dans quelque chose de nouveau qui nécessite de changer des pratiques habituelles, et là tout de suite c'est compliqué. Donc nous les industriels en l'occurrence, on s'est rendu compte après coup qu'ils étaient incapables de faire ce qu'on fait. En tout cas, ça leur aurait pris beaucoup plus d'argent et de temps dû à ce cloisonnement, ces process de décision et qu'on a la chance de pas avoir nous chez nous aujourd'hui. Les startups, c'est ça qui fait. Tu vois, chez nous, on décide de changer la couleur du produit du jour au lendemain. Le lendemain, le soir même, Julien lui envoie un mail. 48 heures plus tard, on reçoit déjà un sample en photo de nos industriels qui ont compris, quoi. Enfin, c'est hyper rapide et c'est ça aujourd'hui la force, je pense. Notre principale force, c'est cette capacité de prendre des décisions rapidement, de changer le business model, de changer une fonctionnalité parce que le CTO l'a décidé, parce qu'il est le seul à pouvoir prendre cette décision. Et du coup, quand tu multiplies toutes ces prises de décision, avec le temps, tu économises beaucoup de temps, beaucoup d'argent par rapport à un grand groupe qui aurait pu se lancer là-dedans, mais qui aurait pas forcément réussi à le faire aussi bien, quoi.
Travaillez-vous avec des aromaticiens pour créer la flaveur de vos liquides? Alors justement, on n'est pas notre expertise, c'est le hardware, donc on est resté calé sur cette expertise. On n'a pas la prétention de s'improviser aromaticien ou concepteur de e-liquide. Alors on a essayé, hein, on a lancé une première gamme en 2000 au lancement des Novap en 2017, je crois. On peut vous formuler les recettes si vous voulez, hein. Nous, on fait d'excellents cocktails, on sait faire d'excellents e-liquides, hein. On connaît très bien. On a essayé de s'y atteler. On a fait une petite formule sympa. Alors bien évidemment avec l'accompagnement d'aromaticiens derrière qui vont retravailler ta formule. Mais bon, on s'est rendu compte que c'était pas notre métier. Ça nécessitait quand même pas mal d'expertise et de métier. Et donc maintenant, on travaille avec des laboratoires dont c'est l'expertise qui font de la formulation aromatique. En fait, c'est leur métier. Qui vont par exemple aujourd'hui le grand challenge avec la cigarette électronique, c'est qu'on utilise d'arômes alimentaires. Les arômes alimentaires, c'est bien, mais certains ne se vaporisent pas très bien, dans le sens où tu peux avoir dans une molécule, dans un arôme de pomme, un certain nombre de molécules qui viennent créer cet arôme, et tu as peut-être un sweetener, donc un agent sucré par exemple, qui, lorsque tu l'ingères sans chauffer, il n'y a pas de problème, mais lorsque tu vas le chauffer en vaporisation, ça peut produire des produits de dégradation. Ça fait du caramel, quoi. Exactement. Alors, ça ne se ressent pas, mais ça se ressent dans les émissions, et c'est pour ça que du coup, on travaille avec des laboratoires qui, eux, retravaillent ces formulations et vont remplacer la molécule E36 par une autre qui va permettre de mieux vaporiser. Donc, c'est pour ça que c'est important, surtout dans un secteur aussi sensible que celui-ci. On parle de comestibles, on parle de choses qui sont inhalées par les utilisateurs. Donc, c'est hyper important d'être irréprochable là-dessus. Et je reviens du coup à la notion de sécurité, de fiabilité vis-à-vis du business model qu'on a choisi sur les pods, qui permet encore une fois de garantir un niveau d'émission très satisfaisant. Ouais, pour revenir peut-être sur la question aussi de Daniel, vraiment le gros intérêt, c'était que ce soit PPE, PFE, Fab Lab ou incubateur, c'était vraiment l'accompagnement et le cadre que ça te donnait, notamment sur l'incubateur, où quand il y a un regroupement de startups, qui plus est, qui sont dans du hardware, et en fait, à force de discuter, on s'aide les uns les autres, on trouve de nouvelles idées, voilà. Et c'est ça qui est vraiment, qui pour moi en tout cas, a été vraiment intéressant dans le développement et dans la chance qu'on a eue de pouvoir participer justement dans ce Fab Lab et dans cet incubateur. Et d'ailleurs, je crois qu'on a le même bureau d'études en électronique, Valentin. Oui, alors on n'a jamais bossé avec eux et ils ont fait un communiqué, mais avec ABMI on avait bossé. Maintenant ils se sont fait racheter. D'accord. Ah, ok. Oui, vous aviez bossé avec ABMI. Ouais. Mais on a eu les mêmes bureaux d'études, hein. Ouais. Le monde C'est est petit. étonnant. Bah, quand tu fais de grandes innovations, tu utilises de grands bureaux d'études, c'est pour ça. Voilà, exactement. Un grand merci à vous trois, messieurs, pour avoir participé à ce webinaire. C'était super intéressant et à voir vos différentes expériences. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder aussi les autres webinaires qu'il y a sur la chaîne. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous.